Il y a 40 ans, on ne testait que rarement son code. Ça vous semble loin ? Il y a 20 ans, nous n'avions pas de smartphone. C'est encore trop loin. Il y a 10 ans, Docker et React n'existaient même pas. C'est toujours trop loin. Il y a 5 ans, GitHub était encore indépendant. Toujours trop loin, il y a 2 ans, on devait imaginer toutes les lignes de code qu'on écrivait sans l'aide d'une intelligence artificielle. Notre métier, notre monde change. On ne le perçoit pas toujours, mais il change surtout très vite. Et cette transformation se fait parfois dans la douleur. Et nous sommes bien placés pour le savoir, car bien souvent cette transformation, nous la menons, nous, les développeurs. Mais alors, comment appliquons-nous cette transformation à nos systèmes ? Notre impact est-il cantonné à la sphère tech ? Et surtout, si nous savons nous transformer, qu'en est-il du reste du monde ? Pour répondre à ces questions changeantes, je ne reçois pas Arturo Brachetti, mais il s'y connaît en transformation. Stéphane, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Stéphane, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Alors, je suis Stéphane Boisson, je suis le DSI du groupe Comexposium. Alors on se voit du coup aujourd'hui pour parler de transformation digitale. Alors déjà du coup de manière très académique, on va définir les termes du sujet. Qu'est-ce qu'on entend du coup par ce terme alors déjà de gouvernance et de transformation digitale ? Alors, en termes de gouvernance, moi je préfère parler de pilotage aujourd'hui finalement, plus que de gouvernance, parce que c'est un mot qui est toujours un peu galvaudé. J'entends par pilotage en fait tous les rituels qu'on va mettre en place. Ça va être un mot assez important pour moi. Tous les rituels qu'on va mettre en place pour assurer finalement de travailler au bon endroit, au bon moment, pour délivrer au bon moment les choses. La transformation, alors moi je suis DSI d'entreprise de taille intermédiaire, et ça fait 20 ans que je travaille dans l'IT, dans la tech, et principalement dans les ETI. Je ne fais pas que de la transformation. Ouais. En fait, je fais du pilotage de projets qui vont toucher à peu près toutes les structures de l'entreprise, puisqu'on est au carrefour de l'ensemble de l'entreprise, et y compris des projets de transformation. Et la difficulté, en fait, de définir ce mot, c'est finalement de savoir de quoi on parle quand on parle de transformation. Est-ce qu'on parle de transformation du modèle économique de l'entreprise ? Est-ce qu'on parle de transformation du système d'information ? Est-ce qu'on parle de la transformation de la manière d'adresser finalement le business de façon digitale avec nos clients, et donc les canaux de communication entre la demande et l'offre. Et c'est un peu tout ça en même temps, et ça peut même être aussi tous les projets sous-jacents en tech pur et dur, de mise en place de tech bien spécifiques, et puis ça peut aller jusqu'à finalement la transformation du rapport de l'employé et du collaborateur en entreprise vis-à-vis de ses outils ou de ses solutions du quotidien. Donc c'est tout ça. Donc c'est finalement soit une transformation parfois disruptive et assez forte parce que ça touche toute l'entreprise et son modèle économique, et assez souvent c'est des transformations en mode plutôt évolutif qui vont toucher là aussi tout un pan de l'entreprise. Alors, comme je l'évoquais de manière un peu détournée et j'espère humoristique en intro, on est quand même dans un métier qui change énormément et qui change en fait très vite. Quand tu prends un peu de recul, tu vois à quel point les changements ont pu s'implémenter extrêmement rapidement. Est-ce qu'au final, la transformation, c'est pas notre quotidien? Quasiment l'ensemble des projets tech, IT, en fait, sont d'une manière ou d'une autre des projets qui transforment quelque chose? C'est un peu ce que je voulais exprimer en donnant cette première définition, c'est qu'en fait, effectivement, tout est transformation. Mais alors, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs temporalités, mais tout est transformation aujourd'hui dans ce métier. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je l'aime, c'est qu'en fait, alors, je l'aime pour deux raisons. C'est parce que je le compare très souvent finalement à de la médecine. En fait, je suis un peu un médecin de l'entreprise vis-à-vis de la partie DSI. La partie système d'information. Donc il y a ce côté-là
qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire en fait diagnostiquer, résoudre des problématiques vis-à-vis du corps humain, l'entraîner. Hein, c'est exactement comme un corps humain, un système d'information ou un ensemble d'applications. C'est quelque chose qui parfois manque de souffle et donc il faut l'entraîner. Il faut faire un certain nombre de choses qui ressemblent très étrangement à de la médecine. Et l'autre pan qui est très intéressant, c'est qu'en fait on est le carrefour aujourd'hui de l'ensemble des métiers orientés vers le client, mais aussi de l'ensemble des autres fonctions support ou autres business partners. Donc en fait on est systématiquement sollicité pour tout. Et c'est logique puisque tout est de plus en plus informatisé, digitalisé. Interconnecté. Et donc, à chaque fois qu'on touche quelque chose, finalement, on fait une évolution, soit un peu en mode lean, soit on fait une transformation parce que finalement, on va changer les habitudes des gens ou les habitudes de nos clients. Et parfois, on fait carrément des projets qui sont des projets complètement structurants pour un marché complet, quoi. Ouais. Donc, peu importe l'échelle, que ce soit finalement du backlog sur un service rendu existant aujourd'hui sur lequel on fait des améliorations, donc que ce soit un projet complètement transformatif, en fait, ça reste finalement de la transformation qui nécessite un accompagnement, de la conduite au changement, et surtout pour que ça se passe bien et que ça soit fait finalement au bon endroit, au bon moment, avec le bon delivery, il faut que ça soit finalement ritualisé et rythmé. Ouais. J'aime beaucoup ta comparaison avec le métier de médecin et du corps humain, parce qu'il y a aussi un élément qui est porté par ça, c'est que tu peux avoir un système qui fonctionne à un instant T, qui répond à une demande, et en fait, si tu fais rien, avec le temps, de manière naturelle, il va... alors, on parle souvent de pourrissement du code, on parle du fait que le code est aussi un organisme vivant et qu'il évolue de manière assez organique. On retrouve ça en fait dans cette image que tu as du médecin, c'est qu'effectivement tu peux avoir un système qui est parfait à un instant T, mais si on ne fait plus rien, au fur et à mesure des mois, il va s'affaiblir, il va commencer à péricliter, il sera de moins en moins efficace. Et je trouve ça assez intéressant du coup cette image. Pour moi, elle résume. Alors, c'est parce qu'historiquement, en fait, au départ, moi, j'étais pas destiné à faire ce métier-là. Okay. En fait, au départ, moi, j'ai fait concours de médecine et je voulais être médecin. J'ai déjà raconté précédemment ça. Et en fait, j'ai pas réussi, ça arrive. Hein, un échec qui permet aussi de rebondir, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Mais par contre, j'en ai tiré plein d'enseignements par rapport à ma volonté que j'avais de comprendre le corps humain, cette machine éminemment complexe et systémique, depuis le cerveau jusqu'au petit orteil. Et finalement, je me rends compte que le métier que je fais aujourd'hui, avec les équipes avec lesquelles je suis, en fait, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on fait vivre un système qui est composé de plein de choses et qui a besoin d'être entraîné, qui parfois, effectivement, s'ankylose. Et que si on le fait pas évoluer au fur et à mesure du temps, finalement, il pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Et c'est là où la comparaison, elle est quasiment infinie. C'est-à-dire qu'on peut le faire dans plein de modes de fonctionnement. C'est-à-dire que demain, sur un système informatique, tu perds le bras, notre but à nous, c'est finalement comment on fait pour retrouver l'usage d'un bras. Et donc, prothèse électronique, comment tu fais pour recabler tout ça et faire en sorte que tu te retrouves de nouveau avec un bras. Et peut-être que potentiellement, d'ailleurs, ce bras étant finalement beaucoup plus efficace que ce que tu avais avant, en fait, c'est infini, vraiment, en termes de comparatif. Et de ce point de vue-là, ça sert parfois à faire passer certains messages, d'ailleurs, sur les projets de transformation. Oui, puis on a aussi, comme tu le disais, quand tu dis qu'il y a une similitude entre le monde de la médecine et le monde de l'IT, c'est vrai qu'on a aussi nos spécialistes qu'on va voir sur un cas très précis pour soigner un truc en particulier. Et pour tirer le fil effectivement de cette comparaison avec le sujet du jour, je prends un exemple tout bête, mais moi il y a longtemps je courais beaucoup. Après la vie a fait que j'ai commencé à moins courir. Je me suis inscrit pour le semi-marathon de Paris début mars, alors que ça fait longtemps que j'ai arrêté de courir. Donc on est vraiment sur un projet de transformation parce que du coup je dois reprendre un rythme, je dois me remettre à l'entraînement et du coup c'est effectivement de la même manière que tu peux pas du jour au lendemain, je sais pas pourquoi le premier projet qui me vient en tête, si tu passes une entreprise sous SAP, elle y passe pas du jour au lendemain, il y a effectivement tout un travail à faire, mais de manière générale effectivement quand tu vas changer un outil de manière drastique dans une entreprise,
parce que tu veux changer, tu veux shifter la façon dont l'entreprise se comporte ou répond aux clients, il y a effectivement tout un process à mettre en place pour réussir à amener les équipes doucement mais sûrement vers ce nouvel état en fait. Alors oui, alors c'est un très bon comparatif. Alors semi-marathon, marathon. Parce que là, quand tu parles de mettre en place un ERP, par exemple, je pense que c'est plus un marathon qu'un semi, voire un 10 km. Et déjà, tu vois, 10 km, semi, marathon, tu sais déjà, toi, intuitivement, que tu n'as pas la même préparation à faire en amont. Ça ne se travaille pas de la même façon. Et tes sorties quotidiennes que tu pourrais faire si tu fais pas forcément un 10 km ou un semi ou autre, qui seraient des petites sorties que tu fais pour te tenir en forme et autres, ça, c'est déjà, tu as un petit peu les évolutions de ton service déjà rendu au niveau du système d'information. Mais effectivement, c'est encore une fois une bonne comparaison. Ça nécessite de la préparation pour pouvoir faire un marathon. Ça nécessite aussi, tant que tu ne l'as pas fait, de discuter avec des gens qui l'ont fait, qui vont t'expliquer en fait, d'abord, 12 semaines pour se préparer, c'est bien. Et effectivement, tu as une phase préparatoire de choix d'outils, de solutions. Ensuite, tu vas rentrer dans un cycle où tu vas démarrer la course. Et les gens qui ont couru un marathon, ils le savent, tu as à un moment donné le mur des 32 km. Voilà. Alors tu le passes plus ou moins bien, il y a des gens qui le font en 2h10, donc forcément à 20 km/h de moyenne, c'est pas la même chose qu'un amateur. Mais il faut être accompagné de personnes en fait, qui vont t'expliquer qu'à un moment donné, tu vas être dans le dur. Et comment tu fais dans le dur en fait, pour te préparer à ça? Donc tu as eu tout ton cycle de préparation alimentaire et autres. Mais quoi qu'il arrive, tu vas y avoir droit. Donc comment tu fais pour te préparer à ça? Comment tu fais pour être à ce moment-là prêt ou avoir les impulsions qui te permettent de passer le cap et d'aller jusqu'au bout et d'avoir la satisfaction d'aller jusqu'au bout, exactement comme tu vas délivrer un projet de cette envergure-là. Ouais. Et ça, effectivement, il faut être accompagné. Tu peux le faire tout seul, mais finalement, le discuter avec quelqu'un qui l'a déjà vécu, qui sait t'en parler et qui sait te dire, par exemple, moi, mes enfants, ils sont venus me voir, mais en fait, je vais préférer qu'ils viennent au 30e kilomètre pour me dire, allez, papa. C'est un peu pareil en termes de change. Ouais. Le change, tu peux le faire tôt. Tu vas te faire plaisir. Par contre, quand tu vas avoir besoin d'accompagnement, c'est quand tu vas être dans le mur. Et là, c'est là où, en fait, tes équipes intégrateurs ou autres, ils doivent être pour t'aider à passer le cap et donc à arriver au résultat. Et au résultat qui, lui, va être le fait que tu auras un marathon, de la même façon que, ça y est, on aura un nouveau système de gestion où on aura une nouvelle industrialisation de nos sites web, puisque, par exemple, nous, chez Comexposium, on a deux gros projets de ce type-là. Ok. Tu disais aussi, tu parlais tout à l'heure de l'importance des rituels dans le quotidien, dans ces sujets de transformation. Est-ce que, à l'inverse de cette métaphore avec le corps humain, où effectivement tu t'entraînes pas pour devenir marathonien de la même manière que pour devenir, joueur de rugby par exemple, est-ce qu'au travers de rituels, c'est possible de se préparer à tout type de projet de transformation pour les 3, 4, 5, 10 prochaines années dans une équipe IT? Alors déjà, aujourd'hui, avoir une perspective à 3, 4, 5, 10 années, oui, c'est déjà un espoir. C'est un peu compliqué. Non, le vrai challenge, en fait, il est que... Parce que la comparaison, elle est bonne, mais à un moment donné, elle a ses limites. Et en fait, quand tu parles de rituel ou de pilotage des projets de transformation, en fait, justement, c'est à la fois le 10, le 20 et le marathon en même temps. Et donc, en fait, moi, je dois travailler avec les métiers et je dois travailler avec les équipes pour qu'on puisse faire à la fois le 10, le 20 et le 40 en fonction du timing, en fonction du besoin. Et finalement, dans ce 10, 20 ou 40, il faut aussi, encore une fois, mettre le poids du corps ou mutualiser les entraînements ou les choses comme ça. Et c'est là où, en fait, il y a l'enjeu du pilotage. C'est comment on crée les conditions pour que, finalement, tout ça se mette en musique, alors même que ce n'est pas forcément toujours les mêmes temporalités. Et alors évidemment, tu peux te dire, quand tu t'es préparé pour courir le marathon, finalement, en intermédiaire, si tu mets un 10 km, en fait, ça va être assez simple, ça fera partie de ton entraînement. C'est pas totalement faux. Finalement, c'est quoi? C'est découper ton gros projet en petits jalons et finalement, sur ces petits jalons-là, mettre à nouveau des priorités avec les métiers, te dire on fait celui-ci maintenant et pas l'autre tout de suite, on verra après, et en fait donner de la visibilité dans ton pilotage, donner de la visibilité au métier de ce qui est sorti, parce que encore une fois on peut pas
ne peut pas tout faire. Ouais. On est sous contrainte. Je ne cours pas le marathon en 2h10. Pas Donc, encore. je sais quel est mon objectif, mais pas encore. C'est gentil, mais je pense que c'est un peu compliqué. Mais on est sous contrainte dans le sens où, en fait, on n'est pas en ressources infinies. Hein. Dieu sait que pour le coup, c'est un sujet d'actualité, mais en entreprise et sur les sujets de projets de transfo ou autour de l'IT, oui, on a des ressources, on a des budgets, on est sous contrainte, donc on a un carcan. Et dans ce carcan-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Dans quel rythme? Et c'est là où la notion de rituel commence à arriver, c'est-à-dire comment on construit les étapes ou les moments où en fait on discute avec les métiers, où on crée cette relation, où on renforce cette relation pour prioriser comme il faut les jalons, qui en fait sont autant de petits entraînements pour faire la transformation au fur et à mesure des différentes parties du SI. Et comment on met le poids du corps au bon endroit et comment en fait on rythme le delivery. Ok. Ce que tu décris au travers de ces différents rituels, d'échanges avec les métiers, on est quand même, je trouve, assez proche du Scrum, enfin en tout cas de l'agilité en tant que telle. Est-ce que ces process pour toi sont du coup une des clés, si ce n'est la clé pour mener ces projets de transformation? Alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'agile en tant que tel, hein. Il y a des très très bons experts là-dessus. Il faut éviter qu'ils deviennent ayatollahs d'ailleurs, et puis il faut les contextualiser un peu, mais finalement qu'est-ce que c'est l'agile? L'agile, c'est des rituels, effectivement, qui en fait permettent de prioriser dans des sprints pour pouvoir délivrer de façon régulière. Avec la notion aussi de découpage en micro-tâches. Voilà. Sauf que en fait, c'est essentiel. Enfin, c'est applicable de façon assez simple quand on est en construction type product owner avec un développement de produit qui va être un produit digital. Et ça a tout son sens. Mais finalement, ça n'est que une construction dédiée à un mode de fonctionnement. Mais ça reprend les mêmes principes que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est grosso modo, tu as besoin de la relation métier. Sinon, en fait, tu vas faire un truc qui va être à côté. Tu as besoin, finalement, parce que tu es sous contrainte temporelle et de développement, tu as besoin d'avoir des sprints et de définir des priorités sur lesquelles tu as un capacitif d'un côté et de l'autre, tu as un delivery. Et ensuite, régulièrement, de venir, voilà, on a fait ça, il nous reste ça, est-ce qu'on le fait? Non, en fait, finalement, on va changer notre priorité. Et ainsi. C'est exactement ce qu'on doit mettre à l'échelle, mais en sachant que moi, DSI, généraliste, appliquant finalement un ensemble de pilotage de projets de transfo à toutes les échelles de l'entreprise, y compris les miens, des projets qui sont éminemment tech et qui n'ont pas un retour direct des métiers, en fait, comment je fais pour appliquer ça systématiquement pour tous les projets? Donc soit quand je suis en développement pur agile, soit finalement quand je ne suis pas en développement, comment je fais pour créer les rituels qui permettent d'avoir la relation métier pour prioriser et faire le delivery de façon finalement séquencée dans le temps et rythmée. Voilà. Oui, cette relation métier que tu évoques, alors ceux qui écoutent ce podcast régulièrement savent que moi, une des phrases qui m'a forgé quand j'ai commencé ma carrière de dev sur mon premier stage, mon maître de stage très vite, très tôt m'a dit c'est bien, tu as appris un outil, maintenant il faut que tu apprennes un métier. Donc il y avait cette prise de conscience très tôt que certes je savais développer, mais que ce que je savais faire en code, c'était pas un métier en tant que tel. Ce qu'il fallait, c'est que j'apprenne à l'appliquer effectivement à un métier derrière. Et donc ça m'a amené du coup à essayer d'apprendre à chaque fois les métiers dans lesquels j'évoluais, les gens pour qui je réalisais des outils et comment est-ce qu'eux l'utilisaient. Et c'est vrai que cet échange avec le métier de pourquoi je fais ça, déjà ça donne du sens à mon métier en tant que dev, mais ça permet aussi de réaliser quelque chose qui est forcément plus pertinent et qui du coup a une durée de vie meilleure, parce qu'en fait ça correspond à ce que les gens demandent. Mais ça demande quand même effectivement, donc, moi j'aime bien ces rituels que tu évoques, parce que la tech ne change pas au même rythme que le métier. Parfois le métier va plus vite, parfois la tech va plus vite. Et donc il y a quand même un besoin de dialogue permanent effectivement avec le métier. Comment est-ce que toi, c'est quoi les rituels que toi tu mets en place pour justement garder ce contact et cet échange parce que c'est un échange d'informations aussi en plus dans les deux sens avec les gens côté métier? Alors il y a plein de manières différentes de le faire. Tu
tu as des incitations finalement dans les équipes à avoir pas mal de one-to-one, tu vois, mais en fait, si on le fait de façon structurée, moi aujourd'hui, c'est très simple, hein, de base, en fait, on a mis en place des comités métiers où on regroupe en fonction des métiers quand même, parce que je suis pas très fan du comité transverse avec l'ensemble des métiers qui de toute façon n'ont pas les mêmes prérogatives et parfois les mêmes priorisations et les mêmes contraintes. Donc plutôt on va dire par grande branche. C'est un peu comme si toi, en tant que développeur, en fait, t'attaquais développement de marché sur l'aérien, tu vois. Bon, tu as un métier bien spécifique. Si tu commences à vouloir faire l'aérien plus le transport ferroviaire plus, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis ils vont pas avoir forcément les. Et encore, on reste dans la même branche qui est le transport. Mais là, en fait, c'est marketing, commercial, finance, RH et opération. Donc, ils n'ont pas tout à fait les mêmes programmes. Donc, en fait, les rituels, ils se construisent de façon assez comment dire, pour le coup, assez de la gouvernance, en mode comité métier, où il y a des points de contact sur lesquels, en fait, on va prioriser. Et c'est exactement la même chose, mais à une échelle un peu plus large que le Scrum, en fait. L'agile, en général. Oui, mais en fait, la réunion que tu fais tous les jours. Le day stand-up. Ouais, voilà. C'est la même chose, mais sauf qu'il va être forcément pas tous les jours, parce que là, on adresse plusieurs projets qui sont à différentes échelles. Mais c'est déjà un premier rituel. Ensuite, en fait, un des autres rituels qui est un peu important et qui ressemble finalement à ton sprint, mais qui n'est pas un sprint d'une semaine ou 2 semaines, parce que tu n'es pas sur du pur développement, sauf quand tu as un projet de développement. Pour le coup, là, c'est clair. C'est en fait tout ce qui va être un peu en fait le résultat d'un sprint de 3 mois, par exemple. C'est qu'est-ce qu'on a délivré en termes de projet aux différents métiers sur 3 mois. Alors ça, c'est une autre étape du rituel. Et ça, celui-ci, tu peux le faire de façon en plus assez sympathique, c'est-à-dire que tu démontres ce qui a été livré, et puis ça peut être un moment convivial, et donc tu crées à nouveau une relation, mais qui est peut-être pas forcément un peu plus off, en fait, finalement, et ainsi de suite. Donc c'est une question de mise à l'échelle. Voilà. Tu as des comités métiers réguliers qui permettent de prioriser. Après, derrière, tu reviens avec tes projets, tu les qualifies. Ensuite, tu essaies de découper le temps en trimestriel parce que c'est une question de... Tu as des projets courts, tu as des projets longs. Comment tu fais pour avoir la bonne échelle et ainsi de suite. Et après, dans chaque projet, finalement, soit tu es sur un projet du type marathon, comme on le disait tout à l'heure, et auquel cas, il a sa propre ritualisation. Mais encore une fois, il faut la structurer et faire en sorte... Il y a pas mal il y a quelques podcasts qui traînent et quelques DSI qui te diront en fait la meilleure façon d'être sûr que tu vas délivrer en temps et en heure un truc qui est satisfaisant pour les utilisateurs, c'est la pizza party. C'est un rituel aussi. Ouais. C'est comment on fait pour créer cette dynamique en fait où ça va permettre encore une fois, si tu reprends l'agile, de prioriser et de pouvoir délivrer de façon rythmée quelque chose. Ce qui est intéressant aussi dans ces rituels que tu évoques, c'est que ça montre bien aussi ce que tu évoquais plus rapidement plus tôt, c'est ce côté un peu carrefour de la DSI ou de l'IT en général d'une entreprise. C'est qu'effectivement, tu sers un petit peu tout le monde dans l'entreprise et donc il faut savoir coordonner tout ça. Donc j'imagine qu'au travers de ces comités, ça t'arrive peut-être aussi de parfois de transférer une information des ressources humaines vers les sales par exemple. Parce qu'ils n'ont peut-être pas eu les mêmes rituels de communication entre eux. Donc, aussi, parfois, tu peux servir de pont entre les uns et les autres. Quoi. Oui, alors on peut servir de pont parce qu'effectivement, on est au carrefour de plein de choses. Après, parfois, c'est l'inverse. C'est les métiers qui ont travaillé sur un sujet en binôme. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais qui peuvent travailler en binôme et te fournir l'information. Et tu as aussi un écueil, c'est-à-dire que comme tu ritualises en fonction des métiers, de temps en temps, tout ce qui va être très transverse au métier et qui va être encore plus structurant, là, tu as une limitation à ça, et c'est à nous, finalement, de refaire le lien entre les différents métiers, parce que c'est un projet éminemment transverse, et en général, les gros projets de transfo sont de toute façon transversaux à l'entreprise. Ouais. Et donc là, on a une obligation, finalement, de reconnecter les dots, comme on dit, et les lignes les unes avec les autres. Et du coup, justement dans cette notion de transversalité, il y a aussi le fait que les sales, les RH, la compta, ils n'ont pas les mêmes impératifs, ils n'ont pas les mêmes objectifs.
Alors, normalement, ils sont pas censés être contraires les uns aux autres, mais en tout cas, ils peuvent tirer plus d'un côté que de l'autre. Comment est-ce que toi, du coup, tu peux arbitrer en étant comme ça au centre de tout le monde, en disant, bah là, il faut prioriser plutôt les demandes d'un tel versus là, plutôt les demandes d'eux, tu vois. Tu peux pas toujours faire juste chacun son tour, quoi. Pas du tout. Effectivement, tu as raison, on ne peut pas faire. Alors d'abord, on ne fait pas chacun son tour, parce que ça, encore que ça pourrait, parce qu'un des enjeux, c'est finalement d'éviter toute frustration des métiers. C'est-à-dire que oui, on a un capacitif, on peut pas tout faire en même temps, tout le temps, et de façon rapide et super qualitatif. Enfin bon, je te passe la qualité Le à coup fameux de délai, triangle. voilà. D'ailleurs, sur lequel on pourrait faire tout un podcast aussi. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus. Mais oui, on peut pas faire du séquentiel, mais surtout, en fait, mon rôle, c'est pas d'arbitrer entre les différents métiers. Moi, c'est finalement d'apporter les éléments qui permettent d'arbitrer entre les différents métiers au niveau de l'entreprise. Parce que oui, effectivement, à un moment donné, ça, comme je disais tout à l'heure, ça a une certaine limite. C'est-à-dire que tant qu'on est dans les différents métiers et qu'on peut adresser le besoin, pas de problème. À l'intérieur du métier, quand on ne peut pas tout faire, mais par contre on a identifié l'essentiel et que celui-ci peut être livré en temps et en heure, tu ne crées pas de frustration, mais par contre tu as des sujets qui sont éminemment transverses, où là, tu peux avoir des arbitrages transverses ou enfin, en tout cas, c'est des sujets transverses, donc un arbitrage transverse. Mais ça, c'est pas le DSI, c'est pas la DSI qui arbitre. Ouais. C'est bien l'entreprise. Par contre, nous, on a comme objectif finalement de fournir tous les éléments et tous les conseils possibles et toutes les préconisations pour en fait permettre cet arbitrage entre eux. Parce qu'au final, et je reprends ce que tu disais tout à l'heure en tant que développeur, au final, le plus important, c'est quand même ce qu'on va délivrer au client. Et ça, l'entreprise, que ce soit les sales, le marketing, les opérations, y compris la RH, la finance et nous, en fait, on est alignés vis-à-vis d'un objectif client. Et donc, à un moment donné, on se raccroche à un certain nombre de choses qui vont nous permettre d'arbitrer ces sujets-là. C'est juste qu'il faut qu'on ait l'organisation et la structure, et donc les rituels et autres, qui permettent d'y arriver, et l'ensemble des informations qui permettent, de façon éclairée, d'arriver à cet arbitrage-là. Mais moi, je ne fais pas un arbitrage transverse en disant, en fait, on va plutôt faire le projet des sales, si tu comprends, parce que c'est les commerciaux, donc... alors que potentiellement, en plus dans notre métier qui est à la fois l'offre et la demande, les visiteurs et les exposants, en fait, les deux sont importants, c'est le cœur et les poumons. Ouais. D'ailleurs, c'est une image aussi que tu reviens un peu Ouais, sur le corps humain. Il y a un vrai fil rouge. Oui, parce qu'en fait, là, pour le coup, ça s'applique encore parfaitement à ce métier de l'événementiel. C'est qu'on fait, on fait vivre des communautés sur nos événements. Mais tu as l'offre et la demande, tu as les visiteurs, tu as les exposants. Si on attaque le sujet marketplace, tu as les acheteurs et les vendeurs. Mais c'est pour nous, au niveau marketing ou au niveau commercial, c'est le cœur et les poumons. Alors du coup, c'est cette notion d'arbitrage, donc le fait de pouvoir donner de l'information, soit à l'ensemble des personnes présentes ou à la direction de manière plus globale, pour que la décision puisse être prise de manière informée. Est-ce que du coup, tu sors un peu de la vision pure tech parce que tu vois, tu pourrais te limiter en disant les versions d'OS, on en est là. Enfin, tu vois, tu pourrais avoir une vision très orientée tech en disant ils ont chacun des ordinateurs. Au RH, ils ont des ordinateurs qui sont un peu plus vieux. Enfin, tu vois, quelque chose d'un peu comme ça, très pragmatique. Mais comme tu as cette vision globale, très transverse justement de l'entreprise, tu vois, tu peux aussi apporter une vision en disant là, ça fait X temps qu'on bosse sur les projets sales. Les RH, on n'a pas bossé sur leur projet depuis Y. Donc, ça commence à vraiment tirer de l'aile. Si on le fait pas, tu vois, t'as ce genre de... Ça fait partie, effectivement, tu as raison, ça fait partie des éléments d'arbitrage. Enfin, on ne le fait pas nous, mais qui sont de l'ordre du conseil à un comité exécutif, par exemple. C'est une posture du DSI qui est hyper importante. C'est exactement c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, quand je voulais reprendre un peu ton exemple avec le développeur. Quand on t'a fait la remarque en disant, en fait, il faut que tu apprennes un métier, ou d'ailleurs plusieurs métiers, parce que tu ne développes pas que pour un métier, et en fait, moi, mon métier, c'est de rentrer dans le métier des autres. En fait, je suis un petit peu contrôleur de gestion, un petit peu comptable, un petit peu RH, un petit peu commercial, un petit peu marketeur. En fait, il faut que j'adresse tous les métiers. Il faut que l'équipe
dans ses composantes, expert ou généraliste, développeur ou intégrateur ou product owner ou business analyst, rentre dans le métier. D'ailleurs, business analyst, en fait, forcément, il est dans un métier. Il doit savoir ce que c'est finalement un process achat. Parce que sinon, ça va être... Alors après, tout le monde n'achète pas de la même façon. Il y a plein de grands composants qui sont à peu près systématiques dans toutes les entreprises. Mais enfin, acheter dans le retail en back-to-back, c'est-à-dire pour acheter-revendre versus acheter de la prestation pour un salon, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Mais tu as quand même des étapes qui sont un peu toujours les mêmes dans certains cas. Il faut qu'il sache que ça veut dire que c'est quoi ce process, c'est quoi l'achat, c'est quoi les étapes clés, c'est quoi les process clés d'un acheteur, et ainsi de suite. Donc il rentre dans son métier. Parce que s'il ne rentre pas dans son métier, que ce soit pour faire du développement spécifique, ou que ce soit pour aller implémenter une solution, en fait, on loupe un truc. Et donc tout l'art du pilotage de ces projets de transfo, c'est que finalement, quand on dit se rapprocher des métiers, c'est pas juste les écouter, c'est rentrer dedans. Et c'est parfois difficile parce que finalement, dans la tech, on a tendance à être plutôt sur la tech, et dire qu'est-ce que tu veux. Et puis quand tu me l'auras bien décrit, finalement, je te filerai le truc. Mais c'est pas tout à fait ça, quoi. Il faut vraiment rentrer dans le métier. Et parfois, même beaucoup. Et c'est aussi un peu ingrat parce que je pense que tu as vécu ça en tant que développeur. C'est que par contre, ton métier ne va pas forcément rentrer dans tes compétences à toi, quoi. C'est-à-dire, le développement, il ne veut pas savoir comment ça marche, quoi. Ce qu'il veut, c'est quelque chose qui fonctionne et il n'a pas à savoir exactement comment tu l'as développé. Est-ce que tu as bien mis les commentaires partout? Est-ce que... s'en fout. Alors que toi, tu peux pas avoir ce réflexe-là. Tu dois rentrer dans le métier à qui s'adresse ton développement ou à qui s'adresse l'application pour laquelle tu vas devoir connecter un certain nombre d'informations entre elles et délivrer en fait un service après derrière. Et en même temps, tu vois, moi dans mon expérience de ce que j'ai vu, c'est vrai que de premier abord, les métiers n'ont pas forcément envie de comprendre, de s'intéresser à comment fonctionne la tech derrière. Mais cela dit, j'ai vu plusieurs situations où le fait d'expliquer comment est-ce que la tech fonctionne derrière aide les différents métiers en fait à appréhender leurs outils de manière plus impliquée et du coup d'être aussi plus actif dans la transformation ou dans l'évolution des outils qu'on met en place pour eux. Oui, ça fait partie effectivement du travail de vulgarisation qu'on a dans une DSI ou dans une direction du numérique. Ça fait partie finalement de si on reprend le fil rouge, le corps humain, ça fait partie de l'entraînement et du coaching qu'on doit apporter. Ça fait partie dans les arbitrages, dans la compréhension, les éléments qu'on doit apporter en termes de conseils et de compréhension de l'ensemble des éléments. Ouais. C'est le fait de les impliquer. Et c'est valable sur tous les pans. C'est-à-dire que dans la cybersécurité, c'est valable aussi. Ça veut dire comment on fait pour leur expliquer les tenants aboutissants pour qu'en fait, ils puissent comprendre un peu. Mais c'est plus ingrat que... moi, j'adore entrer dans le métier des différents services, en fait. Clairement, moi, je cherche des collaborateurs, finalement, dans les DSI qui, en fait, embrassent ça. C'est sûr que le retour est différent, mais ça charge à nous finalement de la vulgariser. Et puis, je pense que petit à petit, alors c'est pas toujours vrai, mais je pense que petit à petit, finalement, le fait qu'on ait de plus en plus de digital natives dans les entreprises, ils ont une appétence parfois. Alors, c'est pas toujours vrai parce que ça peut être hyper contre-productif. C'est-à-dire que les digital natives, il y a deux grandes familles aujourd'hui pour moi. Il y a ceux qui, en fait, c'est vraiment juste un moyen. Et je l'utilise. Et puis il y en a d'autres qui, dès le départ, se sont intéressés et qui n'ont pas fait leur métier, mais par contre comprennent tout de suite les tenants aboutissants. Et là, c'est beaucoup plus facile à travailler avec, c'est sûr. Dans ce rôle transverse, il y a aussi, je trouve, un rôle qui est d'autant plus difficile sur cette notion de transformation. C'est que les différents métiers peuvent avoir une vision de l'IT et de manière plus vraiment très très globale,
un peu un rôle d'exécutant. C'est-à-dire qu'ils nous disent, voilà comment nous on fonctionne, débrouille-toi, il faut que l'outil fasse ça. Mais alors déjà souvent, nous côté IT, on a effectivement cette vision transverse, et on peut bien dire, alors oui, certes l'outil peut faire ça, mais en fait ce que tu sais pas, c'est que dans le département voisin, eux ils font ça, et du coup, ça marchera pas entre vous, donc il faut soit vous discuter entre vous, soit moi je te le dis, ça fonctionnera pas. Mais parfois il y a aussi, et ça moi je l'ai vécu plusieurs fois, c'est tu vois le métier travailler, et tu leur dis en fait, c'est bien, mais ce serait mieux si on faisait comme ça. Et on le voit. Moi, j'en ai entendu parler sur des gros projets SAP dans des grosses structures, où du coup, tu vas installer SAP dans une grosse boîte qui a déjà ses façons de fonctionner, ses méthodes et compagnie. Et en fait, il y a toute une conduite du changement parce que d'un côté, il faut customiser SAP pour s'adapter en partie au process, mais d'un autre côté, il y a certains trucs où en fait, SAP ne fonctionne pas dans un process comme ça, donc il faut changer le process pour s'adapter à SAP. Donc tu dois amener aussi l'ensemble des personnes métiers à accepter un changement qu'ils ne portent pas, en fait, qui n'est pas de leur fait, quoi. Comment est-ce que, du coup, toi, en termes de gouvernance, ou toi, donc, tu as ton rôle de DSI, donc tu peux piloter ton équipe en direct, mais du coup, comment tu fais pour piloter ce changement sur des gens sur lesquels tu es censé ne pas avoir de lien direct? C'est effectivement un autre des challenges quand on est au carrefour de l'ensemble des métiers et sur ce type de projet-là. Oui, il y a des solutions pour lesquelles, en fait, finalement, ce sont des standards du marché, sur des process qui sont finalement industrialisés, et sur lesquels, toi, ton entreprise était peut-être avec un fonctionnement qui était très artisanal, et sur lequel il faut qu'on accompagne cet artisanat vers de l'industrialisation. C'est pas valable tout le temps, et c'est là où, en fait, tu as la vraie dichotomie entre ce que tu peux rentrer dans des outils standards du marché, sur étagère, ou alors, on ne peut pas considérer SAP comme sur étagère, évidemment, mais quelque chose qui existe déjà, qui est mature, versus ce qui va être ton fond de métier, qui, lui, potentiellement, n'est pas forcément mature. Aujourd'hui, sur la partie métier, tu peux très bien avoir encore du développement spécifique, parce que, en fait, c'est pas un marché mature, quoi. C'est quelque chose sur lequel, en plus, parfois, tu peux avoir besoin d'innovation et autres. Quand tu es sur un process achat, déjà, on peut commencer à réfléchir à, en fait, tu peux rentrer dans un process qui est quand même à peu près standardisé, parce que ça va te donner de la valeur ajoutée qui va au-delà de ton simple cas d'utilisateur à toi. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'ouvrir, en fait, la vue sur les avantages des uns par rapport à potentiellement un inconvénient de l'autre. C'est-à-dire que localement, tu peux avoir finalement un inconvénient de ton côté. Et par contre, si on t'ouvre les yeux sur l'ensemble du process, comme tu le disais, nous, notre job, c'est de dire, là, par contre, on va gagner quelque chose. Et donc, ce que tu vas peut-être faire en plus, toi, en fait, il y a 10 ou 20 personnes derrière qui vont le faire en moins. Et donc, il y a un vrai gain. Et donc, c'est pour ça qu'on va changer le process. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dans, en fait, le process tel qu'il est dans la solution. Et ça, c'est... Effectivement, il n'y a pas... c'est la conduite, là, c'est de la pure conduite au changement sur laquelle nous, on doit appuyer en tant que DSI, et on doit se faire épauler pour ça de la direction de projet, d'un partenaire qui soit éditeur, soit intégrateur. On doit se faire aider aussi par l'autre composante de l'entreprise. Typiquement, c'est un sujet sur lequel tu peux travailler avec ta RH en disant, à un moment donné, il faut ouvrir un peu les chakras en termes de conduite du changement, ou même avec un comité exécutif en disant, les tenants et aboutissants, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on va changer notre process, parce qu'en fait, si on le fait, on va gagner sur de la réglementation, ou on va gagner sur un autre service, et finalement, la somme de l'ensemble elle va être gagnante là où, à un instant T, tu as effectivement potentiellement une personne ou un service qui peut y perdre. Mais donc du coup, cet accompagnement au changement, c'est ce côté très, très pédagogique, très didactique qu'il faut avoir. Est-ce que pour toi, c'est en tant que DSI, c'est à toi de le porter et de le mener? Ou est-ce que c'est au contraire soit à la direction, soit à quelqu'un d'extérieur de faire évoluer les mentalités pour que la DSI puisse travailler? Ça dépend. Forcément, on doit y prendre sa part. Ça, c'est clair. Là, une DSI doit le faire, parce qu'encore une fois, à partir du moment où on est carrefour de l'ensemble des métiers de l'entreprise, parce qu'on apporte aujourd'hui des briques logicielles, des solutions, des outils
qui les font travailler ensemble et à destination des clients, on a un rôle à jouer là-dedans. Maintenant, en fonction des contextes, ça peut être effectivement un œil externe. Et surtout, il faut que ça soit porté systématiquement par la direction. C'est clé puisque en fait, c'est la seule garante en fait, de la transversalité. Et donc, il doit y avoir un engagement fort quand on dit, en fait, on va partir sur du standard, on va éviter du développement spécifique. C'est une règle, pas forcément une règle d'or, mais c'est une règle qui doit s'appliquer à chaque fois et se proposer la question dès qu'on va rencontrer ce type de problématique. Et ça doit être aussi un réflexe en fait de dire, ok, là, à un instant T, la problématique c'est celle-ci par rapport à ce qu'on faisait avant, mais globalement, qu'est-ce que ça nous apporte ? À chaque fois, elle doit re-questionner cette partie-là en disant, mais qu'est-ce que ça nous apporte au global ? Et nous, on apporte en fait des éléments de réponse, y compris avec les métiers qui vont être concernés par une amélioration du process. Mais c'est soit en fonction du contexte, tu as un œil externe qui t'aide, mais dans tous les cas, tu as besoin d'une direction avec un engagement fort sur le fait de pousser à changer. Et ensuite, nous, on a besoin d'ouvrir les chakras et une visibilité sur là, tu perds, là, tu gagnes, voilà ce qu'il va y avoir comme changement. Et en fait, encore une fois, qu'il n'y ait pas de frustration et que finalement tout le monde comprenne où est le gain, en fait. Ce que tu décris dans tout ce métier-là, c'est quelque chose de très humain. On a assez peu parlé de tech. On pourrait presque avoir l'impression que c'est quelque chose qui se fait au travers d'un ensemble de réunions, de comités, d'échanges, de discussions. Est-ce que tu as quand même... donc tu nous as parlé déjà un petit peu de certains rituels que tu as, mais est-ce que tu as quand même certains outils qui aident dans ces sujets de gouvernance où on est vraiment que sur de l'humain et de l'empathie ? Non, en fait, après, derrière, tu réappliques les principes, mais au sein de tes canaux de communication vis-à-vis de tes projets et de la DSI. Donc, là où, en fait, moi, une des clés, quand même, de ces sujets de pilotage de projets de transfo, ou de projets tout court, ou de transfo tout court, peu importe, mais au sein d'une DSI, c'est qu'à un moment donné ou un autre, la posture du DSI et de la direction, digitale, SI ou autre, elle doit être quand même éminemment business. C'est-à-dire que même si tu n'en fais pas une business unit à proprement parler, c'est-à-dire un business au sein de l'entreprise, il faut au moins qu'elle ait cette posture-là. Et cette posture-là, elle nécessite finalement d'appliquer les mêmes règles en termes de marketing, d'engagement et de gestion de la relation vis-à-vis des clients internes. Et donc, elle doit s'équiper. Moi, j'ai eu des contextes où, en fait, pour gérer cette activité, ces canaux de communication et finalement ces rituels ou les priorisations ou autres, où en fait, on était carrément sur un CRM. Alors, c'était une entreprise qui était très décentralisée, où finalement, une DSI Group devait apporter des services à tout un ensemble de pays, et ils les prenaient ou ils ne les prenaient pas. Et c'était comme ça qu'en fait, on diffusait petit à petit, donc on était obligé de marketer, on était obligé d'avoir quelque chose qui était un peu un produit fini avec tout un ensemble de services, de façon très simple, et on le vendait. Et on les refacturait. Et en fait, donc on avait un CRM. Okay. Dans le cadre de ma société actuelle comme Exposium, en fait, on a un outil de hub pilotage des projets. Et puis après, derrière, tu as aussi tout ce qui permet d'avoir la relation classiquement, sur le support, gestion de la demande, catalogue de services et tout ça, parce que ça fait partie finalement de la relation qu'on doit avoir avec nos clients internes. Et après, sur tout ce qui est arbitrage, plutôt directement dans la gestion de projet, tu as d'autres outils. En fait, moi, je suis plutôt partisan sur cette partie-là d'un mode en best-of-breed vis-à-vis des outils de la DSI. Mais voilà, on a besoin d'avoir un outillage qui permet d'avoir des canaux de communication en fonction de la temporalité, en fonction de l'étage dans lequel on est. C'est ce qu'on est sur un étage pilotage des projets, ou est-ce qu'on est sur de la gestion de tâches de projet, ou est-ce qu'on est finalement sur de la gestion de l'assistance, support, coaching et traitement du support classique. Et c'est pas tout à fait les mêmes canaux, mais finalement, tous ces outils-là nous permettent en fait d'avoir cette relation métier. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité
d'engagement qu'on va avoir sur des projets et dans la relation métier sur des projets, qui partent en fait de la gestion du support en tant que tel. C'est-à-dire qu'un des éléments clés, en fait, c'est de faire en sorte qu'au quotidien, ça fonctionne bien, qu'il y ait une confiance là-dessus. Parce que ça, c'est naturel. Parce que c'est les mêmes interlocuteurs au final. Ils sont au quotidien avec leurs problématiques du quotidien. Avec un PC, il fonctionne pas. Le réseau, il fonctionne pas. Et c'est les mêmes personnes après que tu retrouves sur les comités ou sur des arbitrages ou autres. Et tout participe de l'amélioration ou pas de la relation avec le métier. Et donc, tout participe à un moment donné à débloquer la situation vis-à-vis des projets, y compris le canal de communication qui consiste à faire du support avec nos clients internes. Ok. C'est assez fascinant en fait, de voir ce côté effectivement très imbriqué de partout, en fait, de cette activité IT, en plus de comment est-ce que toi tu le perçois. Moi, ça me fait penser aussi un petit peu au DDD, au Domain Driven Design, qui était aussi une pratique que j'ai beaucoup portée quand j'étais CTO à l'époque, où l'idée, c'est d'avoir le même langage entre les différentes équipes, et notamment faire en sorte que, même dans la façon dont on code un logiciel, on utilise les mêmes noms de variables, les mêmes noms de fonctions, et que ce soit en fait quelque chose qui soit quasiment lisible par les gens du métier. Donc d'avoir vraiment un référentiel commun. Est-ce que toi, ça aussi, c'est quelque chose que tu essayes de mettre en place chez Comexposium ou dans d'autres structures que tu as pu avoir, ou tu es plutôt à dire, bah non, en fait, les gens n'ont pas les mêmes problématiques, donc ils n'ont forcément pas le même vocabulaire? Alors, c'est souvent le parent pauvre, mais oui, ça fait partie des enjeux aussi d'une DSI et finalement des sujets de transfo, de pilotage de projets et autres. Moi, mon background, il est sur la data. Au départ, j'ai commencé dans la data. Aujourd'hui, on appelle ça l'analytics. À l'époque, c'était la business intelligence. Tu vois. Mais ça n'a pas beaucoup changé. On parlait de big data parce qu'en fait, les volumes ont changé. Encore une fois, la rapidité, le volume et autres a changé. Mais finalement, c'est un peu toujours les mêmes principes. Mais dans la data, en fait, une des clés, c'était d'avoir la bonne définition du KPI ou finalement de l'indicateur que tu cherchais à calculer via tes données sources pour en faire une information, voire parfois une connaissance qui est le graal ultime en fait du niveau de données, information, connaissance, voire sagesse. Donc, en fait, très tôt, j'étais confronté, moi, dans ma vie professionnelle, avec le fait de définir des indicateurs qui soient en fait avec une définition commune pour l'ensemble des métiers. Tu es confronté très vite à une problématique parce que pour une même notion qui donc semble être, quand tu arrives en entreprise, le même indicateur, finalement, tu as deux métiers qui vont le traiter avec une définition différente. Ça peut être la fidélité du client au regard du marketing versus le commercial. Ça peut être un taux de rotation pour une direction matérielle versus taux de rotation pour un contrôleur de gestion. Et donc, oui, c'est clé. Moi, je viens de ce background-là, et en fait, il faut arriver et c'est souvent le parent pauvre, et il faut arriver à l'appliquer parce que si tu n'arrives pas à construire ce langage commun entre les différents métiers et entre les métiers et la DSI, ça peut être un frein. C'est pas rédhibitoire, mais c'est un frein en fait au pilotage de la transfo parce que c'est un des éléments qui peut être clé. Et d'ailleurs, là aujourd'hui, on a un gros projet de transfo de notre SI de gestion. Et une des premières étapes, et qui n'est pas suffisamment utilisée à mon sens, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser, ça a été de définir le glossaire. Ouais. C'est le même sujet, c'est de définir le glossaire. Et alors, de façon très peu humble, pas du tout pour nous en interne, parce que nous on sait, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais on sait. Donc je pense que le glossaire, c'est bien de le rappeler pour tout le monde. Mais c'était à destination de l'intégrateur, parce qu'il faut qu'il puisse arriver dans notre métier en comprenant très vite de quoi on parle. Mais en fait, c'est valable aussi pour tous ceux qui arrivent dans l'entreprise. Tous les nouveaux arrivants, finalement. Ils ont besoin de ce glossaire à un moment donné à un autre. Alors là, il a été construit pour pouvoir dialoguer avec l'intégrateur sur un périmètre qui est bien établi, puisque c'est le SI de gestion. Mais finalement, ça, c'est pareil pour tout le reste.
Et donc, c'est un élément clé qui est un peu un parent pauvre, encore aujourd'hui, qui l'est beaucoup moins potentiellement sur des pans ou dans un secteur bien particulier. Aujourd'hui, dans la taille d'entreprise dans laquelle on est, dans son secteur, dans le secteur de l'entreprise dans lequel on est, aujourd'hui c'est encore un petit peu un parent pauvre, mais c'est clairement un levier pour accélérer les projets et la compréhension entre les métiers, la DSI et les métiers entre eux. Ça me fait penser, cette histoire de glossaire. Chez Cosa Vostra, il y a un truc que j'ai mis en place il y a quelques mois maintenant, parce qu'on a commencé ça va bientôt faire 1 an. On a mis en place un truc qui s'appelle le refresh. Et en fait, pendant une semaine, chaque mois, il y a, je crois qu'il y a une dizaine, ça oscille entre 6 à 12 personnes, choisies au hasard dans la boîte, qui sont conviées à un point d'une heure chaque jour de la semaine, où il y a en fait un chief, un des directeurs ou directrices de département, qui présente son activité. Et donc l'idée, c'est de faire un refresh de voilà comment l'équipe sales fonctionne, voilà comment l'équipe projet fonctionne, voilà comment l'équipe dev fonctionne. Et donc parfois tu es chef de projet et tu assistes à la présentation des chefs de projet, mais c'est histoire de rappeler à tout le monde voilà comment chaque équipe fonctionne, voilà qui fait quoi, voilà un peu l'ensemble de la boîte. Donc les nouveaux arrivants sont conviés bien évidemment à ce refresh à chaque fois, mais du coup aussi même des anciens. Et l'idée c'est que tout le monde y participe au moins une fois par an pour avoir du coup d'être remis à jour sur tout le truc global. Et mine de rien, ça aide en fait à avoir effectivement cette notion de vocabulaire commun, d'objectifs communs, et de partager les choses et d'éviter d'avoir certaines équipes qui petit à petit font un peu les choses dans leur coin et s'isolent un peu. Tu vois, tu as une espèce de discussion comme ça globale. Ça fait partie des rituels. Alors là, ça dépasse le cadre de la DSI, mais en l'occurrence, nous, on a ce qu'on appelle les town halls, c'est-à-dire finalement une sorte de plénière avec l'ensemble de l'équipe IT, depuis quelques temps maintenant, où en fait, on s'est forcé à présenter soit des projets, soit des activités dans les différents pôles aux autres, pour un peu déjà démocratiser, parce que c'est une équipe qui n'est pas une grosse équipe, mais elle fait quand même une trentaine de personnes internes externes, et donc avec 5 pôles, et finalement, déjà dedans, tout le monde ne sait pas forcément sur quoi travaille tout le monde. Donc, rituel, régulièrement. Alors là, c'était tous les 6 semaines l'année dernière, on est passé sur un rythme trimestriel, mais parce qu'on a aussi le besoin de faire la même chose avec les métiers maintenant. Ouais. Après, on a plein d'outillages dans l'entreprise. On a une direction communication qui a inventé, qui a remis au goût du jour ou qui a inventé les jeudis matins où en fait tu as plein de thèmes qui tombent, soit métier, soit interne à l'entreprise, avec une présentation soit en mode webinar, soit en présentiel d'un sujet. Tu as le onboarding de la RH où finalement tu as pas mal d'éléments aussi sur qui fait quoi et ainsi de suite, sur lequel chacun participe, y compris nous, en termes de contenu au moins. Mais tout ça, c'est des rituels, effectivement, et ça fait partie des choses qui permettent de fluidifier un peu la vie en entreprise. Et là, aujourd'hui, on a vocation à, par exemple, sur les différents comités de direction, c'est-à-dire, moi, je participe de plus en plus à des comités de direction en dehors du comité exécutif en tant que tel, c'est-à-dire un peu plus proche du terrain, pour présenter la feuille de route, pour présenter un projet, pour présenter ne serait-ce qu'un élément essentiel pour moi, c'est la rétrospective de l'année dernière. C'est-à-dire que quand tu arrives en fin d'année, au mois de janvier, pour fêter les vœux, finalement, un des éléments qui est super important, c'est de dire, mais en fait, vous savez tout ce qui a été fait sur les 12 derniers mois ? Et de passer à une rétrospective. Alors, la première, ça a été une vidéo, il y a 2 ans. L'année dernière, ça a été une présentation avec un thème qui était autour de la filmographie, tu vois. Donc chaque mois, il y avait un certain nombre de projets qui avaient été sortis, et en fait, ça participe aussi de la compréhension de ce qui est fait et autres. Maintenant, c'est chaque responsable de pôle qui doit aussi, aux côtés de la DSI, rentrer dans ce type de présentation-là. Mais c'est la même chose, en fait. Effectivement, le refresh, c'est un peu la même chose. Et c'est bien de croiser un peu les lignes. Alors, moi, j'ai vocation à vouloir le faire là, en trimestriel avec... au moment où on va faire le cut en disant qu'est-ce qu'on a fait ce trimestre-là avec les métiers. Dans les comités métiers, en fait, on a des référents et des directeurs. En fait, toute cette population-là, à un moment donné, va se regrouper ensemble. On va faire le bilan, on va avoir un moment clé, on va avoir quelques petites présentations.
Ça participe aussi de ces rituels qui permettent aussi de fluidifier après derrière sur la gestion de projet, l'arbitrage et de diminuer ces histoires de frustration qu'on peut avoir aujourd'hui quand on s'aperçoit que oui, mais j'avais 5 projets, mais finalement j'en ai qu'un seul. Mais ouais, mais c'est le bon qui a été sorti. C'est celui que tu avais priorisé. Du coup, cet épisode, c'est en partenariat avec Ready for It, qui est donc un salon organisé par Comexposium. Comment est-ce que ces sujets de transformation seront... Alors, je ne sais pas si le programme est déjà posé, parce que c'est en mai, là on enregistre, on est début février. Mais comment est-ce que ces sujets de transformation seront évoqués ou traités pendant le salon ? De plein de façons différentes, mais déjà tu vas avoir potentiellement des sujets de transformation directement dans les plénières. Alors tout ça est public maintenant, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais dans les plénières, tu as des acteurs du monde qui sont externes à l'entreprise qui vont venir discuter un peu de ça. Tu as des tables rondes sur lesquelles en fait, on a des sujets qui tournent autour de ça. Tu as des acteurs partenaires exposants qui en fait ont des outillages qui permettent aussi de transformer un peu la gestion ou le pilotage des projets ou de la transformation. Et voilà, donc ça a tous les étages. Et puis après, c'est surtout, encore une des clés aussi, c'est le partage entre pairs. C'est ça aussi, c'est exactement, tu vois, tu parlais du refresh. Je sais qu'on a pas mal de choses qui ressemblent à ça, mais peut-être que finalement, l'idée que tu as, elle est reproductible aussi chez Comexposium d'une façon ou d'une autre, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait. C'est aussi ça, en fait, la force d'un événement, c'est de discuter de ces sujets-là, puis après, derrière, le soir, se dire, mais attends, mais t'as vu le truc de la plénière, là, mais comment tu fais, toi, finalement ? En fait, moi, je fais comme ça, en restant humble, parce que t'as jamais la solution miracle sur ces histoires-là, ça fait 20 ans. Et puis surtout, il n'y a jamais vraiment de solution universelle. C'est toujours... Non, voilà, c'est quelque chose qui s'adapte en fait au contexte aussi à la fois de l'entreprise, mais temporel. Dans la même entreprise, 5 ans avant, c'est pas la même chose. Tu as été rituel au moment du Covid chez Comexposium, si tu veux, c'est pas tout à fait la même chose que... voilà. Et ça rejoint aussi ce que tu disais dans le compilé l'épisode de Daniel, où tu évoquais cet échange, de plus en plus cette structuration du monde de la défense entre des différents acteurs qui échangent entre eux. Est-ce que ça apporte, ce que ça leur apporte au quotidien ? C'est aussi tout l'intérêt de ces salons, c'est aussi cet échange et cette communauté qui se crée, et donc en fait le retour d'expérience des uns pour les autres, quoi. Oui, tout à fait. C'est sûr que la réflexion entre pairs sur un certain nombre de sujets qui sont structurants pour une DSI, donc entre DSI ou entre CTO ou entre RSSI, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est ce qui, en fait, permet de croiser les lignes. Il y a quelque chose que j'aime bien aussi faire dans ce métier aujourd'hui, c'est de croiser les lignes par rapport aux différents métiers d'entreprise que j'ai pu voir. Mais aussi, au-delà de la DSI, quand tu discutes par exemple avec je vais faire une petite digression, mais qui va vite revenir sur le sujet. Il y a quelques années, j'avais pour ami un assistant de réalisation, un assistant réalisateur sur les films. Et au détour d'une conversation qui pourrait très bien avoir lieu sur Ready for It entre pairs. Mais là, c'était avec un assistant réalisateur. Je dis, mais comment tu fais en fait, c'est quoi le rythme, la construction d'un projet film ? En fait, il y a toute une phase de préparation, encore fil rouge, c'est la préparation par rapport à moi. Et toute cette phase de préparation, en fait, elle sert après derrière à tout caler, les jours de tournage et tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu expliquais à quelqu'un qui va gérer un projet au niveau IT que tu vas avoir toute une phase de préparation qui va te caler, en fait, jour par jour, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas développer, jour par jour, pendant les 4 semaines qui suivent, pour pouvoir arriver au résultat. J'ai dit, putain, c'est impressionnant en fait en termes de gestion de projet. C'est quelque chose que comment tu fais pour finalement prendre ça et puis essayer d'en faire quelque chose au niveau IT ? C'est pas si facile que ça. Par contre, il y a un élément que j'ai repris moi à l'époque, il y a bien longtemps, c'est la feuille de service qui sert en fait à gérer la journée, mais appliquée en fait au moment où tu bascules un peu en mode Big Bang, un ERP dans une entreprise. En fait, tu as un moment clé qui va durer, à l'époque, c'était sur un week-end. Et en fait, tu as plein de parties prenantes avec l'éditeur et ainsi de suite. Et en fait, j'avais utilisé la feuille de service d'un assistant réalisateur pour caler toute la journée avec les différents intervenants, le timing
qui fait quoi, et ainsi de suite. En prenant ce modèle-là et en l'expliquant comme ça. Et en fait, c'était devenu presque un jeu après à chaque implémentation. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'en fait, dans l'échange, là, c'était dans un métier différent, mais tu croises les lignes. Dans l'échange avec d'autres métiers, avec d'autres DSI, finalement, tu croises les lignes aussi. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ces événements. Carrément. Merci beaucoup Stéphane pour cet échange. J'aurais 2 dernières questions pour toi, les questions rituelles du podcast. Déjà, premièrement, est-ce qu'il y aurait une ressource que tu aurais envie de partager avec l'ensemble des auditeurs ? Alors oui, mais alors, je me suis préparé à cette question, moi. Et donc, du coup, au départ, j'avais pas trop d'idées. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que tout le monde le fait en ce moment. J'ai posé la question à ChatGPT. Bien joué. Et il m'a répondu PMBOK de PMI, donc du Project Management Institute, le fameux livre qui retrace un peu tous les process de gestion de projet. Et là, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas du tout ce que je voulais. Ouais. Donc, il a été gentil, il l'a bien écrit, mais ça allait pas. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en fait, ça date un peu. Mais il y a un bouquin qui m'inspire pas mal sur ces histoires de conduite de changement ou d'incitation autour des projets de transformation. C'est Le point de bascule de Malcolm Gladwell. Parce que dans ce bouquin, en fait, finalement, si je devais faire le pitch, c'est comment tu fais pour transformer une petite idée en grand changement, en fait. Okay. Et donc, quelles sont les personnes clés ou les tempéraments clés que tu dois avoir, en fait, pour arriver à faire en sorte, il prend un exemple dans le bouquin au tout début, qui est, mais comment, pratiquement du jour au lendemain, en fait, on est passé à New York d'une ville où c'était la Bérésina, où il y avait plein de délinquance et autres, à quelque chose, à une ville où, en fait, zéro tolérance, pas une vitre cassée, pas un tag, rien du tout. Alors, c'est pas vrai partout, et ça n'a pas été vrai en tout temps, mais comment tu fais finalement pour arriver à transformer les choses ? Eh ben, ouais, je pense que c'est assez inspirant comme bouquin pour tout ce qui est autour du pilotage de la transfo. Ok, canon. Eh ben, écoute, on mettra le lien en description du coup pour que les gens puissent effectivement le retrouver. Et dernière question, qui est la question rituelle du podcast IFTTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Alors, je ne suis pas un développeur né, hein, tu l'auras compris. Je suis plutôt un généraliste. Mais moi, je suis tab. Je suis tabulation. Très bien. Ah, j'aime bien la tabulation. C'est un truc intuitivement, ça me plaît. Très bien. Merci beaucoup Stéphane pour cet épisode. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, les sujets de transformation, c'est effectivement des sujets récurrents qu'on croise souvent, mais donc il faut les approcher de manière humaine. Et je pense que c'est toujours intéressant dans nos métiers très, très tech d'avoir cette approche aussi très humaine et du coup aussi très transversale. Et donc, on vous invite aussi à nous retrouver sur Ready for It, qui aura donc lieu du 23 au 25 mai 2023 à Monaco. J'y serai notamment aussi pendant quelques jours pour notamment enregistrer un épisode sur place. Donc n'hésitez pas aussi à venir pour me croiser et à me pinguer sur les différents réseaux. Ce sera avec plaisir qu'on pourra se croiser et pour échanger de manière transverse sur vos différents métiers. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.